Bienvenue à tous dans ce webinaire intitulé Manager de demain, un sportif de haut niveau, point d'interrogation. Je ne vous dis pas à quel point Michel et moi, on est excités de partager ce moment avec vous, de partager notre expérience, notre vécu et de pouvoir échanger avec vous sur ce thème. Sachant que ce webinaire, eh bien, il s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale du coaching ICF. ICF, c'est la plus grande fédération de coachs dans le monde, 55 000 coachs, ces coachs sont répartis dans les 120 chapitres de par le monde. Et Michel et moi, eh bien, nous représentons l'antenne Bourgogne-Franche-Comté. Cette antenne Bourgogne-Franche-Comté, elle compte elle-même une trentaine de coachs. Ce que je te propose, Michel, c'est de te présenter. Tout à fait, merci Gwenaëlle. Alors je suis Michel Rollin, je suis coach professionnel PCC, enfin certifié PCC par l'ICF, coach depuis 11 ans maintenant après 20 ans de carrière à l'international. Et je suis donc formée et certifiée en PNL également, maître praticien PNL, et en cours de certification pour la préparation mentale des sportifs. Et toi, Gwenaëlle, je t'en prie, vas-y, présente-toi. Merci Michel. Donc je suis également coach ICF. Alors moi je ne suis pas certifiée en préparation mentale, mais on a ce point commun d'être toutes les deux maîtres praticiens en PNL. Je suis également certifiée ProcessCom et certifiée Carpan Process, et je suis membre au sein d'ICF de la commission intelligence artificielle, digitale et coaching. Voilà pour pour notre présentation très simple. Alors, qu'est-ce qui nous a amené avec Michel à vous proposer ce thème? Et Michel, je te laisserai admettre les prochains participants si tu veux bien, pour que je puisse me concentrer sur cette introduction que je vais partager avec vous. Eh bien, ce qui nous a amené à aborder ce sujet, c'est que dans nos échanges avec les DRH, dans les accompagnements que nous pouvons faire au niveau individuel ou collectif en tant que coach, ou dans les échanges en tant que formatrice que je peux avoir également, ce qu'on constate, c'est que la fonction de manager, peut-être qu'elle ne fait plus rêver, ou plus autant rêver en tout cas. On a des vacances de poste prolongées, des démissions de plus en plus fréquentes, notamment chez les jeunes générations. On a aussi une enquête Indeed qui confirmerait que 20% de cadres n'ont pas ou n'ont plus envie d'exercer une fonction d'encadrement. Une multiplication de burn-out et des cadres qui, du coup, se plaignent d'être dans une charge mentale et une charge physique écrasante. Et je vous invite, vous, à partager votre perception dans le chat. Certains d'entre vous sont coachs, d'autres sont managers. Quelle est votre perception, vous, sur ce thème-là? Est-ce que manager, effectivement, c'est une fonction qui ne fait plus rêver ou pas? En tout cas, nous, c'est ce qu'on a beaucoup entendu, beaucoup vécu dans nos accompagnements. Et du coup, on s'est dit, mais plutôt que ces managers restent sur le banc de touche, ou plutôt qu'ils se mettent hors jeu, quelle serait une des clés pour leur redonner un second souffle? Eh bien, notre perception, qui est issue en même temps de notre conviction, c'est que les managers et les DRH auraient beaucoup à gagner à s'inspirer de la préparation des sportifs de haut niveau. Et ça va être le moment pour moi, Michel, de te passer le bâton de parole, de te passer le relais pour que tu puisses nous parler de tes spécialités, notamment de la préparation mentale et des 4 piliers de la performance sportive. Michel, la parole est à toi. Merci, je prends le relais. Yes. Alors, qu'est-ce que la préparation mentale, justement? Eh bien, Jean Fournier, qui est un chercheur à l'INSEP, il l'a défini comme tel. Il a dit, c'est la préparation à la compétition par un apprentissage d'habileté mentale et d'organisation, et dont le but principal est d'optimiser la performance personnelle de l'athlète, tout en promouvant le plaisir de la pratique
et en favorisant l'atteinte de l'autonomie. Donc, on entend des mots importants ici: apprentissage d'habileté mentale, optimiser la performance, plaisir, autonomie, tout ça qu'on peut retrouver aussi bien pour les sportifs que pour les managers. Comment se passe la préparation mentale des sportifs de haut niveau? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, on va travailler en fonction des besoins et des performances que l'athlète a à réaliser sur un ou plusieurs des 8 éléments qui vont composer principalement la préparation mentale. Par exemple, une sportive que j'ai accompagnée, après un travail qu'on a pu faire sur les facteurs de motivation, sur ses objectifs, l'accompagnement a principalement porté sur ce qu'on appelle des routines de performance, en termes de gestion du stress, en termes de discours interne. Et en management, c'est exactement la même chose. Donc, la préparation mentale, qu'est-ce qu'elle permet à ce moment-là? Elle va permettre de se sentir prêt pour un moment donné, d'apprendre à développer les bons comportements, d'apprendre aussi à avoir les pensées aidantes et les bonnes pensées, et puis gérer le stress sous la pression. Parmi ces outils, je ne pouvais pas vous parler, ça a été un choix difficile de ma part de tous ces outils, donc j'en ai choisi 2 ou 3 et on va commencer par la fixation d'objectifs. Alors, la fixation d'objectifs, quels objectifs pour quels résultats? Eh bien, en fait, ce qui est important, c'est que pour performer, un sportif ou un manager, il va avoir besoin de se fixer des objectifs qui ont ces 3 caractéristiques que vous voyez. Alors d'abord, le challenge correct. Le challenge correct, c'est quoi? Il doit être ni trop haut, donc totalement inatteignable et donc démotivant, mais ni trop bas, pas assez motivant, et donc à faire que le sportif ne va pas y mettre non plus de l'énergie, pas y mettre de la motivation. Donc il doit vraiment être à portée de main si le sportif arrive à progresser suffisamment. Et donc, on parle d'un challenge correct. Il doit être difficile, mais atteignable. J'ai eu le cas ce matin d'un manager que j'accompagne qui m'a dit, où il a besoin d'évoluer de fonction et où il a commencé par donner un objectif qu'il pourrait avoir. La difficulté pour lui a été de se dire, tiens, est-ce que cet objectif, et on a parlé de ce challenge correct justement, est-ce que c'est difficile et atteignable? Et en fait, en discutant, on s'est aperçu, ben non, oui, il est atteignable, mais en fait, il n'est pas si difficile que ça. Et donc, est-ce que je vais être suffisamment motivée ou est-ce que je vais rester suffisamment motivée? Et donc là, la réflexion chez lui a commencé sur ce domaine du challenge correct, difficile mais atteignable. Deuxième caractéristique des objectifs sont des objectifs de résultats et des objectifs de moyens. Alors, on les appelle processus ou moyens. Les 2 sont importants. Par exemple, pour un marathonien, un objectif de résultat, ça va être par exemple de réussir tel ou tel marathon en un temps fixé, et c'est challengeant et atteignable pour lui. Mais les objectifs de moyens peuvent être, par exemple, de planifier ses entraînements, d'identifier des moments où il a besoin d'énergie, de recharger ses batteries, de pouvoir courir aussi un autre objectif de moyens le plus souvent possible à l'allure qu'il aura au marathon et qui est la sienne. Ça peut être aussi de rester concentré tout au long de sa course, ou si à un moment il a une déconcentration, quelle va être la routine de concentration qui va mettre en place très vite pour se reconcentrer le plus vite possible, etc., etc. Donc des objectifs de moyens, on peut en avoir pas mal pour un objectif de résultat. Et pourquoi il est important de se fixer justement ces objectifs de moyens? Eh bien, le résultat, on s'en aperçoit en sport. Et je suis sûre que vous avez tous fait l'expérience. Le résultat, il est souvent aussi, il ne dépend pas que de soi. La plupart du temps, et les sportifs le savent, ça va dépendre aussi par exemple, s'ils sont en compétition, des autres sportifs qu'ils ont avec eux, ou si c'est un match de tennis, si l'autre, quel est le niveau aussi de l'autre qui est en face de lui, mais ça peut être aussi les conditions climatiques, ça peut être plein d'éléments externes comme ça qui font que des fois, on n'atteint pas le résultat voulu, mais pas de son fait, on a fait de son mieux, mais parce que l'extérieur ou les conditions extérieures étaient autres. Et les objectifs de moyens, dans ce cas-là, elles vont permettre de voir la progression dans la performance. Elles vont permettre, tous ces objectifs, ils vont permettre de rester motivé, même si le résultat final, il n'est pas encore atteint.
Et ça, c'est super important parce qu'on s'aperçoit des fois que c'est ce qui manque. Il n'y a que des objectifs de résultats qui sont mis et on oublie ces objectifs de moyens. Et enfin, la troisième caractéristique qu'on utilise en préparation mentale sont les 3 temps. Court terme, moyen terme, long terme. Court terme, c'est souvent sur la saison. Moyen terme, sur l'année d'après. Long terme, sur 3 à 4 ans. Si je reprends mon exemple du marathonien, l'objectif de long terme pourrait par exemple être de courir le marathon de New York d'ici quelques années en 3 heures. Et puis dans ce cas-là, un premier objectif de court terme pour lui, ça va être de courir un premier marathon, être capable de courir un premier marathon et peut-être sans timing. Un deuxième objectif et moyen terme va être de pouvoir courir un marathon en un certain temps et qui ne sera pas forcément au début des 3 heures, mais ça peut être au départ un marathon à 4 heures, puis à 3h30, puis etc. Et au fur et à mesure, à chaque fois, il va en apprendre quelque chose pour progresser. Et c'est ça qui va faire ces fameux jalons, ces fameuses marches au fur et à mesure qui vont faire qu'il va avancer. Alors, en entreprise, quels sont les problèmes qu'on a pu identifier autour de ça? Je disais, le challenge. Des fois, est-ce que le challenge fixé est correct? Et l'exemple que je prenais de la personne que j'accompagne actuellement, et le rendez-vous qu'on a eu ce matin montrait qu'il n'était pas au niveau correct. Mais aussi, est-ce que les objectifs fixés sont à la fois des objectifs de résultat et des objectifs de moyens? Ce que j'entends parfois, c'est des managers que j'accompagne qui me disent qu'on leur demande toujours plus, mais avec de moins en moins de moyens. Ça, c'est assez démotivant pour eux. Et puis sinon, j'en ai certains qui me disent, moi, je préfère botter en touche parce que je sens un désalignement entre mes objectifs, les objectifs de mon département et tout ça, et ce que finalement veut ou voudrait le top management. Et ça aussi, c'est démotivant. Ou bien, des fois, des objectifs de l'année sont fixés de façon très ambitieuse. J'ai par exemple quelqu'un qui me disait, on nous a demandé d'augmenter le chiffre d'affaires de 50% cette année. C'est juste énorme. Ça nous paraît vraiment difficilement atteignable. La barre leur paraît vraiment très haute. Et dans ce cas-là, eh bien, important que les objectifs de moyens soient aussi là pour montrer sur quoi ils ont quand même progressé, même si à la fin, finalement, on n'aura pas fait plus 50, mais imaginons qu'ils ont déjà fait plus 30, plus 40, qui est déjà très bien. Mais quels ont été les moyens, quels ont été les progrès et surtout, comment les valoriser, ces progrès, pour que les personnes continuent à rester motivées. Donc, on voit bien que ces 3 caractéristiques sont importantes pour maintenir à la fois un équilibre entre la satisfaction du résultat, la motivation, la difficulté, l'exigence envers soi-même. Alors, quels sont les 4 piliers de la performance? Eh bien, 4 piliers, comme vous pouvez les voir sur cette pyramide, ils construisent la performance sportive. Ce sont le pilier physique, le pilier technique, le pilier tactique et le pilier mental. C'est en quelque sorte les compétences du sportif. Tous les athlètes connaissent et entraînent régulièrement les 3 premiers piliers dès le plus jeune âge. Et le mental vient souvent ensuite. Mais pourtant, c'est sur ce dernier pilier, le pilier mental, qu'ils admettent faire la différence. Alors, quels seraient 4 piliers de la performance du manager? Eh bien, Gwenaëlle va nous en parler un peu plus tard dans la présentation, mais déjà quelques citations de sportifs en ce qui concerne le pilier mental. D'abord y croire, comme disait Mohamed Ali, un désir, un rêve, se donner les bons objectifs, comme disait Michael Jordan, se fixer des buts avant de pouvoir les atteindre, oser expérimenter, oser accepter de perdre, comme disait très justement Luis Fernandez. Et puis, gérer son stress, créer des routines de performance, les répéter jusqu'à les intégrer, jusqu'à les automatiser. Et puis, accepter que le résultat se fasse en équipe. Ben oui, Zinedine Zidane le disait très bien, on gagne et on perd en équipe quand c'est une équipe de sport, mais une équipe d'entreprise, c'est la même chose. Accepter que le résultat se fasse en équipe. J'ai une cavalière que j'accompagne qui me dit régulièrement, ma jument et moi, on est une équipe. Et c'est la connexion aussi entre elle et sa jument qui est importante. Et des fois, elle sent que la jument est trop folle, comme elle le dit, ou parfois elle va me dire au contraire, moi, j'ai pas aujourd'hui, mon physique, il n'est pas au top. Et tout ça, c'est important de l'ajuster et de le mettre en œuvre.
En ce qui concerne des routines de performance, maintenant, il en existe dans différents domaines. À quoi servent-elles ces routines? Elles consistent à remplacer une mauvaise habitude mentale par une bonne. Et donc, ça peut concerner, comme vous le voyez ici, ça peut concerner la gestion du stress, la concentration, ça peut concerner le discours interne, tout ce qu'on se dit, et puis les émotions, etc. Une routine, c'est donc une habitude mentale qui est mise en place pour optimiser la performance. Et il faut qu'elle devienne, routine dans le sens, un automatisme, excusez-moi, un automatisme à un moment donné, et ça permet donc d'optimiser et d'automatiser les bonnes habitudes, de les utiliser quand c'est nécessaire. Alors, on vous a préparé un petit sondage, Gwenaëlle. Oui, je vais lancer le sondage et c'est parti. Donc, de quel type de routine auriez-vous le plus besoin pour développer un leadership inspirant ou durable? Et vous avez le choix entre routine de gestion du stress, routine de concentration, routine d'optimisation du discours interne et routine d'imagerie mentale. On vous laisse répondre. Et puis, je mettrai ensuite fin. Donc, un seul choix possible pour vous. On est déjà à 14 réponses sur 17. Eh bien, je vais mettre fin au sondage. Et donc, ce qui apparaît, donc, c'est la routine d'optimisation du discours interne, 57%, 21% sur la routine d'imagerie mentale, 14% sur la routine de concentration ou de reconcentration, et puis 7% sur la routine de gestion du stress. D'accord, je vois dans le chat, je n'ai pas eu tous les choix. Désolée pour ça. Des fois, des problèmes, quelques soucis techniques. En tout cas, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, la routine d'optimisation du discours interne vient en premier, l'imagerie mentale en second, discours interne, donc tout ce qu'on se dit, hein, qui sont souvent effectivement ce discours, et on le voit bien, que ce soit avec des sportifs, des managers, quelque chose qui peut freiner ou qui peut au contraire booster et amener à aller plus loin. Moi, j'ai choisi de vous parler d'un type de routine qui est donc les routines d'imagerie mentale. Quels sont les bénéfices d'une... Alors, d'abord, peut-être les bénéfices d'une routine. Une routine, c'est quoi? C'est donc un protocole précis où chacune des étapes a son importance. Comme vous voyez, il existe différents bénéfices automatisés, donc en termes de comportement, des comportements efficaces, de différencier les différents temps, que ce soit pendant l'entraînement, avant, après, ou pendant la compétition, avant, pendant, après, de remplacer des moments de stress, de déconcentration par des routines de performance. Et donc, ça permet d'optimiser le potentiel. La mise en place d'une routine, elle va suivre un protocole précis. On a des étapes à suivre, bien sûr, qui ont toute leur importance. Et le mieux est bien sûr de le faire avec un professionnel qui a été formé en préparation mentale pour ne pas louper des étapes, en tout cas au départ, même si après en avoir fait plusieurs, on commence à l'apprendre et la voir de plus en plus automatisée. 2 critères de réussite justement d'une routine. Elles doivent être applicables. Applicable si pendant l'entraînement ou c'est pendant un match ou pendant la compétition, ça ne va pas forcément être les mêmes routines. Si vous êtes un boxeur et à un moment vous avez une déconcentration et tout ça, la routine de reconcentration va être quelque chose de très court. Par contre, si vous avez besoin d'une routine de relaxation avant match, ça va être quelque chose de plus long. Enfin, voilà, tout va être adapté en fonction des moments où on en a besoin. Vous voyez des routines en fait régulièrement chez les sportifs sans vous en rendre compte, le fameux yes, vous savez, avec le poing serré du tennisman ou celui qui tourne sa raquette, tout ça, ce sont des routines qui ont été mises en place évidemment. Et puis donc applicable, comme je disais, puis ça doit être en lien avec le problème traité. Alors les routines d'imagerie mentale, eh bien
qu'est-ce que l'imagerie mentale? Elle est basée sur les connaissances qui ont été acquises au niveau des connexions neuronales. Il a été prouvé que le cerveau, il fait fonctionner en fait les mêmes connexions lorsqu'on s'imagine en train de faire une action, quelque chose, ou lorsque on la fait réellement. Alors, en théorie, on pourrait de ce fait se dire qu'il est possible de s'entraîner en s'imaginant en train de faire quelque chose alors qu'on est assis, qu'on est allongé, etc. Bien évidemment, c'est la pratique. Dans la pratique, rien ne va remplacer un véritable entraînement. Les connexions neuronales n'en seront que renforcées. Et aussi, le physique va suivre, et Gwenaëlle parlera également aussi de ce lien entre mental et physique plus tard. Et donc là, l'imagerie mentale, elle est là pour progresser aussi en dehors des entraînements. C'est un des outils principaux en préparation mentale, et donc il existe plein de types d'imagerie possibles, de l'imagerie de confiance, de l'imagerie de réussite, de relaxation, ce qu'on appelle même de l'imagerie technique, etc. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, comme pour tout type de routine, on va suivre un protocole précis avec certaines caractéristiques pour une très bonne visualisation. Donc, il faut le temps de s'imprégner de cette imagerie et donc à faire avec un préparateur mental. En management, ça va être la même chose. Imaginez, l'imagerie va pouvoir aider, par exemple, avant un événement à fort enjeu, comme si on y était, et en s'imaginant dans les conditions optimales. Donc, il y a toute une recherche de ces conditions, le travail de la visualisation, le travail des caractéristiques de la bonne visualisation. Et puis après, il y a un entraînement mental qui est fait à la fois avec le préparateur et ensuite plusieurs fois pour que quand la personne arrive à cet événement à fort enjeu, c'est comme si hop, le cerveau se mettait dans ce mode mental optimisé. Pour vous maintenant, par exemple, je vous propose vous imaginez vous-même dans 2 ans, vous êtes dans 2 ans, vous êtes un manager idéal, un super manager, vous êtes le manager de demain. Imaginez ça, prenez ce temps, vous êtes ce manager de demain, donc quel type de manager idéal vous aimeriez être? Avec quelle qualité? Avec quelles compétences? Voilà, c'est un petit exercice très rapide pour vous montrer qu'on peut, voilà, une petite chose qu'on fait là, mais on peut faire beaucoup de choses comme ça en imagerie. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve personnellement fantastique, que j'avais découvert déjà avec la PNL, que j'ai renforcé lors de cette formation en préparation mentale. Mais je trouve que le cerveau, il a des capacités franchement très, très bonnes. Voilà, et maintenant, je te repasse le relais, Gwenaëlle, si tu veux bien. Eh bien, je prends au vol ce bâton de relais que tu me tends, Michel, et merci pour ce que tu viens de nous apporter. Et je vais revenir du coup en écho à ce que tu viens de dire sur un certain nombre d'éléments qui nous semblent fondamentaux à toutes les deux. On a vu qu'il y a un cycle de la performance du sportif. Et du coup, sur ce cycle de performance du sportif, en fait, c'est autant de clés qui sont mises à disposition également du manager ou du dirigeant. La première clé, on l'a vu, c'est se donner des objectifs à la fois de résultats et de moyens, avec des objectifs, on l'a vu, qui soient à la fois atteignables et suffisamment stimulants pour aller nous challenger. Deuxième clé, se préparer. Et se préparer au niveau à la fois physique, émotionnel et mental, sur les trois champs. Une fois qu'on a cet objectif, ces objectifs de résultats et de moyens, tout l'enjeu, ça va être de se concentrer et de rester concentré sur cet objectif. Ensuite, et Michel vous l'a cité aussi tout à l'heure, un sportif, après une compétition, il va analyser sa performance et en tirer des enseignements. Quatrième clé. Et puis, dernière clé, qui est évidente pour les sportifs de haut niveau et que trop souvent les managers, voire les dirigeants oublient, c'est cette étape essentielle de la récupération.
comment je vais me donner les moyens de récupérer au niveau physique et mental. Je ne peux pas être sur un 100 mètres permanent 8 heures par jour. Eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on aille explorer qu'on aille mettre le projecteur sur 3 de ces éléments, à la fois les objectifs, la concentration et la récupération. Alors, revenons sur 2 fondamentaux inspirants de la préparation mentale. Je vais l'exprimer je vais dire à peu près la même chose que Michel, mais sous une autre forme. Et un de ces fondamentaux qui me semble essentiel, c'est que le chemin importe plus que le résultat. Le chemin importe plus que le résultat. Et on en revient là à la question à la fois de l'état d'esprit, quel est notre rapport au résultat et à la réussite, d'une part, et d'autre part, quelles vont être les étapes, quels sont les objectifs de moyens que je me donne. Et je voulais partager avec vous cette anecdote pour ceux qui sont pas trop jeunes. Peut-être vous souvenez-vous de la préparation des JO d'Albertville. C'est Jean-Claude Killy qui en avait la responsabilité et ça a été presque cauchemardesque. Et après cette préparation des JO, les journalistes ont demandé à Jean-Claude Killy, mais comment vous avez fait pour pas vous décourager, quoi, hein, pour surmonter toutes ces difficultés? Et la réponse de Jean-Claude Killy a été « Je n'affronte pas le sommet, je passe par l'école. Je n'affronte pas le sommet, je passe par l'école. » C'est-à-dire qu'il s'est donné un camp de base numéro 1, un camp de base numéro 2, un camp de base numéro 3. Et on en revient à toute cette question des objectifs de moyens qui vont permettre à la fois d'avancer, de pouvoir ancrer toutes ces avancées, de pouvoir aussi garder la motivation parce qu'on a cette satisfaction de constater qu'on avance. Donc, ce premier des 2 fondamentaux sur lesquels je voulais revenir avec vous. Deuxième de ces fondamentaux, les limites et les ressources, elles sont en soi. Nos limites et nos ressources, elles sont en nous. Et donc, c'est des choses qui souvent sont bien connues, mais le plus que j'aimerais vous apporter, c'est de vous rappeler, parce que c'est aujourd'hui évident, pour un sportif de haut niveau, tout sportif de haut niveau est entouré par un staff. Et quelle est la vocation de ce staff? C'est d'accompagner donc ce sportif à créer des conditions pour diminuer ses limites et à lui renforcer sa capacité à aller mobiliser toutes les ressources qui sont en lui. Et donc, dans ce staff, on va retrouver le préparateur mental, comme Michel, le coach sportif, le kiné. Tenier Riner a aussi révélé dans un documentaire qu'il était accompagné depuis des années par une psychologue. Voilà. Tout un staff pour accompagner un sportif de haut niveau. Ce qui m'amène à vous demander, à vous managers ou à vous dirigeants, quel choix vous avez fait pour vous entourer? Qui vous entoure pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, pour vous atteindre de performer? Car c'est parfois aussi dans cette composition des personnes qui nous entourent que réside une partie de notre réussite. Alors, allons un cran plus loin. Tout à l'heure, Michel vous a présenté les 4 piliers de la performance du sportif. Hein. Je vous les rappelle, technique, tactique, mental et physique. Tout à l'heure, il vous les a présentés sous la forme d'une pyramide, hein, en rappelant que un sportif commence par se préparer physiquement, puis etc., etc. Eh bien, il est possible aussi de lui permettre de positionner ses objectifs à travers une cible où il va déterminer sur les différentes caractéristiques techniques, tactiques, etc. Quel est son niveau de départ et s'il veut atteindre le centre de la cible, quel est l'objectif qu'il se donne, par exemple au niveau technique sur son coup droit, son revers, son lancer, son service, etc. Si c'est un tennisman. Eh bien, ce qu'on vous propose, nous, c'est de transposer cette cible pour se fixer ces objectifs, de la transposer au niveau des managers. Et comment elle se présenterait? Eh bien, elle se présenterait de la façon suivante. Nous, on vous proposerait de mettre dans le cadran en haut à gauche les savoirs et les compétences techniques, qui sont bien sûr à décliner en fonction du métier de la personne qu'on accompagne. Hein. Au niveau stratégique, les caractéristiques stratégiques, on va retrouver la capacité, le sens stratégique, bien sûr, le discernement, la capacité à prendre ses décisions, la capacité à détecter les jeux d'acteurs et à se positionner dans ces jeux d'acteurs.
Mais on a également donc le mental et le physique. Et notre postulat, nous, c'est de mettre ensemble mental et physique, parce que dans le mental, on va retrouver bien sûr la motivation, la confiance, la concentration, mais il est extrêmement difficile de se concentrer si on est dans un épuisement physique, si on est dans une hypoglycémie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on met ensemble ces caractéristiques mentales et physiques. Et puis enfin, les soft skills, qui sont parmi ces compétences les plus recherchées aujourd'hui par les recruteurs. Hein. Et là, on va y retrouver, pareil, à décliner en fonction du métier, hein, mais l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, le leadership, la flexibilité, l'agilité, la créativité. Toutes ces tous ces éléments dont il est important pour la personne qu'on accompagne d'identifier où est-ce que se situe au départ et si elle veut se rapprocher du centre de la cible, quels sont ses objectifs de moyens. Je t'arrête Mais une je vous ai dit minute, juste... Oui, Gwenaëlle, vas-y. parce que Vincent a mis dans le chat un commentaire intéressant sur, Oui, en tant que coach et dirigeant d'entreprise, la supervision et mes groupes de pairs sont mon staff pour maintenir et entretenir ma performance. Et effectivement, je pense que c'est absolument. intéressant. Merci Tout à Vincent. fait. Je te remercie, bien sûr, Michel. N'hésite pas à me couper à nouveau pour partager comme ça des témoignages. Et on vous redonnera la parole hein, en cette fin de webinaire. Donc, je vous disais que, justement, hein, Vincent, tu nous parlais du staff. Pour les managers, quelle peut être la meilleure composition de ce staff par rapport à la cible qu'on vous présente? Eh bien, nous, on considère que sur les savoirs et les compétences techniques, c'est bien sûr le formateur qui va être le partenaire privilégié. Sur la question des soft skills, de notre point de vue, c'est à la fois le formateur et le coach professionnel. Parce que même si dans le cadre d'une formation, on peut apprendre des techniques, des protocoles et s'exercer, souvent, il y a aussi à dépasser un certain nombre de croyances limitantes ou de représentations. Et là, le coach prend tout son sens. Au niveau de la stratégie, pareil, là, c'est le coach professionnel qui peut être un des partenaires privilégiés ou un superviseur, si on est sur la supervision managériale ou de la supervision de dirigeants. Et puis enfin, au niveau mental et physique, on va retrouver à la fois le coach professionnel et ou le préparateur mental. Donc voilà toute l'importance de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir le bon staff quand on est manager, quand on est dirigeant, quand on est DRH. Mais je vous ai dit que une des clés également, c'était de se concentrer et de rester concentré sur son objectif. Et ça nous semble vraiment un défi pour le manager du 21e siècle, parce qu'avec tous ces éléments qui cherchent à nous capter du temps de cerveau disponible, que ce soit la télévision, les médias, les réseaux sociaux, toutes les applications multiples et variées, ça devient vraiment un défi de se concentrer aujourd'hui. Et alors peut-être mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle la concentration. Hein. C'est quoi la concentration? Quand on dit concentration, c'est ramener au centre. Ça va être stabiliser son attention sur une tâche pour atteindre un objectif. Et là, on retrouve cette fameuse notion d'objectif. Sauf que pour rester concentré, eh bien, c'est pas toujours simple parce qu'on a des distracteurs. Alors ça, c'est très intéressant du coup d'aller voir ce que les neurosciences nous apprennent par rapport à ces obstacles à la concentration. On peut avoir des obstacles internes, c'est le vagabondage de la pensée, on part dans ces rêveries. Mais on a aussi des sources de distraction externes et elles sont de deux types principalement. Une qui se situe au niveau du système préattentif. Ce système préattentif, mais c'est ce qui nous a permis de survivre depuis des millénaires. Hein. Au temps des chasseurs-cueilleurs, il était extrêmement important de capter tous les dangers potentiels dans notre environnement. Donc ce système préattentif, eh bien, il fonctionne toujours en nous aujourd'hui, au XXIe siècle. Et puis le deuxième circuit qui intervient comme source de déconcentration, c'est le circuit de la récompense. Eh bien oui, on est dans cette recherche de plaisir immédiat et de nouveauté. Donc l'enjeu,
pour se concentrer, c'est d'arriver à privilégier, à faire peser plus lourd dans la balance une satisfaction à plus long terme, une satisfaction qui est différée et qui peut être un peu abstraite par rapport à un plaisir à court terme. Michel, tout à l'heure, tu nous donnais l'exemple du marathonien. Le marathonien, s'il veut faire le temps qu'il s'est donné avec cet objectif, ce challenge correct, pour reprendre tes mots tout à l'heure, le jour J, c'est pas en s'entraînant une fois de temps en temps qu'il va y arriver. Il faut qu'il aille s'entraîner toutes les semaines, voire tous les jours. Et il y a des moments où il n'a pas forcément envie, parce qu'il pleut, parce qu'il vente, parce que tout simplement il n'a pas envie, et puis qu'il y a une bonne série là à la télé. Et qu'est-ce qui va lui permettre de ne pas être dans ce plaisir à court terme et de rester concentré sur son objectif? Eh bien, c'est d'utiliser des techniques comme des techniques de PNL, de programmation neurolinguistique, c'est-à-dire de rester concentré sur son objectif final, de se mettre dans une bulle avec, par exemple, des techniques d'ancrage de ressources au contexte ou d'autres techniques de visualisation mentale. Et c'est également tout l'enjeu des routines de concentration que vous a cité tout à l'heure Michel. Et nous voilà du coup concentrés. Et on arrive au triptyque gagnant. Le triptyque gagnant, c'est quoi? C'est motivation, plus confiance, plus concentration. Et dans le cadre de nos accompagnements, eh bien, nous, on va aller creuser avec les personnes qu'on accompagne quelles sont vos motivations profondes, quels sont votre but ultime, est-ce que vous avez clarifié, comment vous allez clarifier vos priorités, et puis il faut être lucide sur de là où on part, hein, donc quel regard vous portez sur vos ressources, vos alliés, pour pouvoir bâtir votre plan d'action. Et je voulais terminer cette séquence par cet exemple, je trouve très, très inspirant de Tony Parker. Tony Parker, à un moment, il voulait vraiment cranter au niveau performance, et ça supposait pour lui de changer sa technique de tir. Et pour changer sa technique de tir, il a dû accepter pendant 3 mois de ne pas arriver à mettre de tir, hein, ou de rater un tir sur 2. Et il dit que changer cette technique, ça a été une des meilleures décisions qu'il a prises dans sa carrière. Et il dit, quand tu veux devenir excellent, tu dois parfois faire des sacrifices avec la conviction que c'est bénéfique pour ton futur. Et c'est ce qui nous amène à vous interroger et à interroger nos clients dans le cadre aussi de nos accompagnements. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier à court terme? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre à court terme pour atteindre vos objectifs, votre but ultime, pour performer et développer votre potentiel? Nous avons vu deux des 3 éléments sur lesquels je voulais vous apporter un éclairage. Il nous en reste un qui est sur lequel je passerai rapidement, mais qui est essentiel. En l'occurrence, récupérer. Ben oui, ça semble évident comme ça, et pourtant, le faisons-nous vraiment dans nos vies de manager, dans nos vies de coach, dans nos vies de dirigeants? Alors, peut-être que c'est le bon moment de nous rappeler, de vous rappeler que nous avons 3 batteries dans notre énergie motrice. Le mental, l'émotionnel et le physique. Et ce qu'il est important de garder en tête, c'est que ces 3 batteries, bon, elles sont pas toujours toutes rechargées à plein, hein, et que quand on a une batterie qui est un peu plus basse, voilà, je suis un peu fatiguée, mais la batterie émotionnelle, je suis tellement dans le plaisir d'être avec vous aujourd'hui que c'est l'émotionnel qui va compenser. Ou parfois, c'est le mental qui va compenser un physique qui serait un peu émoussé. Sauf que ce système de compensation, il est limité et il ne dure qu'un temps. Et assez rapidement, le niveau de nos 3 batteries redescend au niveau de la batterie la plus basse. Et c'est ce qui arrive quand finalement se produit ce qu'on appelle le burn-out, hein. C'est-à-dire que toutes nos batteries se sont complètement déchargées, elles sont revenues au niveau de la batterie la plus basse. Et on parlait juste avant de cette question de la concentration. Eh bien, la concentration, ça consomme beaucoup, une grande quantité d'énergie. Alors, comment faire pour recharger notre énergie? Eh bien, entre 2 phases de concentration, on va insérer d'autres séquences qui vont être sous un autre mode pour notre cerveau. Alors, on a tous
nos façons hein, de recharger les batteries et ça peut être voilà, nous ça nous intéresse aussi d'avoir votre partage dans le chat sur ce qui vous recharge le plus. 10 façons qu'on vous cite de recharger les batteries: le sommeil, la nutrition, l'activité physique, le contact avec la nature. Si on est sur une activité intellectuelle, eh ben c'est l'activité manuelle qui va nous permettre, que ce soit du jardinage, du bricolage, de la cuisine, etc. Les contacts sociaux et affectifs, les satisfactions psychiques, la méditation, la relaxation, et puis n'oublions jamais l'humour, l'humour qui est un puissant rechargeur de batterie. Et voilà pour ce que on voulait vous apporter en contenu avec Michel. Et maintenant, la parole est à vous. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, alors soit alors je vois que voilà, les contacts sociaux, faire des activités en collectivité, dormir, apprendre des nouvelles choses, faire des puzzles. Faire des puzzles, c'est effectivement une très bonne activité pour déconnecter. Lire, méditer, absolument, Frédéric. Et donc, voilà, si certains d'entre vous veulent réactiver leur micro pour nous faire part d'un témoignage ou nous poser des questions, c'est aussi le bon moment de le faire avant que je redonne le bâton de parole à Michel pour la conclusion. Un commentaire intéressant dans le chat de Céline qui dit Oui, que ça lui rappelle sa prof de céramique. Alors, ce que tu disais auparavant, j'imagine, oui, qui disait que sa première année d'études, tout ce qu'elle crée, elle est systématiquement à la poubelle. Donc, absolument. par rapport aux éléments que tu as cités, Céline, peut-être nous en dire davantage, si c'est possible. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. oui, Bonjour Céline. bonjour, j'ai fait de la poterie à une époque et c'est vrai que donc pour apprendre à tourner, à monter les pots, etc. Et pour parfaire la technique, en fait, le fait de partir du principe que de toute façon tout ce qui allait être créé serait réutilisé, alors ça part pas à la poubelle, hein, on réutilise la terre, ça décomplexait quelque part. Et puis, il n'y avait plus cet objectif de résultat, puisqu'il n'y avait pas de. Donc, ça lui avait permis d'être beaucoup plus créative, d'essayer beaucoup plus de choses et en même temps de parfaire son geste. De même que voilà, elle avait en général quand on monte des pots, enfin on utilise des outils, des choses comme ça. Elle avait interdiction d'utiliser le moindre outil. Donc c'était vraiment la compétence de ses doigts et uniquement de ses doigts. Et j'avais trouvé ça vraiment chouette, même si effectivement, pour moi, qui faisais ça plus en dilettante, on va dire, bon, j'imaginais pas faire un truc pareil, quoi, parce que c'est beaucoup trop frustrant, en fait. C'est vraiment beaucoup trop frustrant. Mais oui, l'exemple de Tony Parker m'a rappelé ça, oui. Merci pour Absolument. ce témoignage, effectivement, très intéressant. Avec plaisir. Est-ce que vous avez voilà, des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on revienne, des précisions, des besoins, voilà, des besoins quelconques par rapport à ce qu'on vous a exprimé aujourd'hui? Eh bien, on va passer à la conclusion. Alors, la conclusion, ce serait ben, quel manager de demain aimeriez-vous être? Et qu'est-ce qui fait dire d'un manager qu'il a l'âme d'un champion, justement? Alors nous, on vous propose ces 8 clés. La concentration, l'habileté, l'action juste et l'ancrage, le mental et la motivation, le plaisir, la présence et le fait d'être physiquement prêt. Aussi l'imagerie mentale et l'imagination telles qu'on les a vues, des objectifs qui doivent être optimisés et tout ça qui permet, je dirais, d'avoir un nouveau commencement et peut-être de revoir certaines choses. Quelles sont celles de ces clés que vous avez envie de développer, que vous avez envie de mettre en œuvre? Ou alors, si vous êtes coach, quelles sont celles qui vous semblent utiles je dirais, à accompagner chez vos clients pour qu'ils les développent? Luis Fernandez, qu'on citait précédemment, a dit aussi quelque chose qui nous a inspiré. Le champion, il tire les leçons du passé, il concrétise le présent et il pense le futur. Intéressant, tirer les leçons du passé,
concrétiser le présent, penser le futur. Voilà, on voulait vous citer cet exemple. Et tu vois, Michel, si tu me permets, je trouve que cette question aussi du nouveau commencement, s'autoriser un nouveau commencement, ça me fait écho aussi avec ce qu'a fait Tony Parker quand il se dit, ben tant pis, je réaccepte de redébuter quelque part, comme si pour la première fois je devais réapprendre comment je tire. Je m'autorise à faire un nouveau commencement parce que c'est ce qui va me permettre de, de performer, d'aller plus loin. Et à tout âge, on peut s'autoriser un nouveau commencement. Tout à fait. Alors, je vois une question, y a-t-il moyen de voir le replay du webinaire? Je crois, hein, Gwenaëlle, si je Oui, me donc trompe pas. on enregistrera et puis pour ceux qui se sont inscrits, il pourra y avoir voilà, l'envoi du lien. Normalement, ça va être sur la chaîne ensuite ICF. Voilà. Et puis Béatrice, en questionnement sur la question du naturel, vous Oui, alors pourriez peut-être nous dire j'ai mis mon quelques mots? micro. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai mis mon micro. Oui, Oui, tout à oui. fait. Merci. En fait, depuis tout à l'heure, je trouve ça très intéressant et en même temps, il y a quelque chose qui me gêne. C'est-à-dire que c'est comme si bah voilà, on n'était plus dans le naturel, dans la simplicité, on est dans la performance. En fait, voilà, je crois que c'est le mot performance et c'est comme s'il y avait une sorte d'injonction aussi à faire performer tout le monde et voilà. Donc depuis tout à l'heure, il y a cette petite chose qui me gêne, donc j'aurais bien aimé savoir ce que vous en pensez, si vous. Alors, j'ai envie de rebondir parce que c'est une question qui me parle tellement. Euh, le premier sportif que j'ai accompagné, c'était quelqu'un qui était dans la recherche de toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus haut. Et une fois qu'il avait atteint sa performance, en fait, il savourait même pas sa performance parce que puisqu'il l'avait atteint, ben, c'est qu'il fallait c'est que c'était pas si difficile que ça, et donc il allait rechercher une autre performance. C'est pour ça que j'ai posé à un moment la question, quand tu dis le chemin importe plus que le résultat, ça pose la question, de mon point de vue, du rapport à la réussite. C'est quoi réussir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux réussir? C'est gagner plus, c'est avoir un agenda de ministre, c'est réussir l'équilibre entre ma vie privée et ma vie publique, c'est voilà. Donc aller questionner vraiment au-delà des injonctions sociales, au-delà des injonctions du dirigeant, de la société, des amis bien intentionnés, c'est quoi ce qu'il importe pour toi de réussir dans ta vie? Et une fois c'est pour ça que je parlais aussi de motivation profonde. Et on va aller ajuster les objectifs par rapport à cette motivation profonde, par rapport à l'essentiel, au-delà de des injonctions de la société qui nous dirait qu'il faudrait aller toujours plus vite et augmenter toujours plus voilà, le chiffre d'affaires, si on prend l'exemple du chiffre d'affaires. Tu veux compléter, Michel? Oui, tout à fait. Alors, Béatrice, mais je comprends mieux c'est en ajustant l'objectif. Et c'est justement ça. Ce qui me venait, moi, c'est quand je parlais du challenge correct tout à l'heure en préparation mentale, c'est aussi quelque chose de juste. Et on ne va surtout pas perdre de vue, effectivement, l'authenticité, la simplicité de la personne. Au contraire, ça fait partie de ses qualités, ça fait partie de ce qu'elle est. Donc, on va plutôt mettre ça en avant. Et moi, c'est la justesse qui me vient en termes de termes pour chacun, de trouver vraiment ce qui est le plus juste et le plus correct. Et j'espère qu'on a répondu à votre question, Béatrice, de cette tête-là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais c'était une question très juste pour le coup et je dirais très essentielle, hein, parce que ça nous ramène à la question du sens et de la justesse. Donc, encore merci pour cette question. D'autres questions? Alors, si on n'a pas une dernière slide, voilà, quelque chose que nous aimons bien, et Gwenaëlle et moi, de Michael Jordan. Donc, une citation, voilà, en tout cas, qui résonne pour moi et qui résonne, je dirais, pour des sportifs que j'accompagne. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, disait-il. 26 fois, on lui a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et il a raté. Et j'aime donc la fin, j'ai échoué encore et encore et encore, et c'est pour ça qu'il a réussi. Et je trouve que
ça résume bien voilà, le chemin à parcourir et les étapes et la motivation à garder sur le long terme pour pouvoir avancer. Et pour le manager, ça doit être la même chose. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Les vertus de l'échec, tout à fait, Sylvie. Absolument. Ouais. Et Michel, tu vois, je trouve que par rapport à la question de Béatrice, là encore, ça vient en écho. C'est-à-dire, ça veut dire quoi échouer? Et ça veut dire quoi réussir? Voilà. Et que l'échec, dépasser ses échecs, savoir transformer un échec comme un apprentissage. Hein. C'est aussi Nelson Mandela qui disait qu'il a beaucoup échoué, enfin que il réussit, soit il apprend. Donc, ce qui peut paraître comme des échecs, ce sont des opportunités d'apprentissage, des opportunités aussi de définir qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est un chemin et qu'est-ce qui est une poussière dont je n'ai pas à tenir compte, au-delà du regard de la société sur cette question de l'échec et de la réussite. Eh bien, on arrive au terme de ce temps d'échange avec vous. On a envie, bien sûr, Michel et moi, de vous remercier pour cette interactivité, pour les questions que vous avez posées. On a aussi envie de vous rappeler que dans le cadre de cette semaine internationale du coaching, plein d'autres événements sont programmés et notamment on attire votre attention sur un webinaire d'excellence ce soir, une grande originalité qui sera animé par donc des coachs de l'antenne Bourgogne-Franche-Comté. Le coaching du futur gagnera à reconnecter l'humain à son milieu naturel. Vous aurez l'opportunité à 18h30, il est encore temps de vous inscrire, de suivre ce webinaire avec Vincent Guimino et Martine Pro, qui est une spécialiste de sylvothérapie, pour voir en quoi la forêt, le milieu naturel peut nous reconnecter à notre humanité et être là aussi dans ce futur qu'on a envie de réimaginer ensemble avec cette semaine internationale du coaching ICF. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt peut-être. Avec plaisir à vous retrouver dans à un autre moment, dans d'autres lieux. Merci à tous. Merci.